Voilà, donc le film est sorti en 1960. À cette époque-là, Jacques Becker donc, a déjà réalisé 12 films. Il a eu un certain nombre de succès, dont Goupil Main Rouge, qui est l'un des films qu'il a fait remarquer, et surtout Casque d'Or et les Touchez pas au Grisby aussi, avec Jean Gabin. Mais c'est un réalisateur dont la carrière a connu des hauts et des bas. Et il en est à un point de sa carrière où il est un peu dépendant des studios. Parce que comme les films qu'il réalise ne font pas toujours les entrées attendues, il doit répondre à des commandes, et notamment des films, des comédies avec des stars de l'époque, comme Fernandel par exemple. Et il voit arriver une nouvelle génération de cinéastes, à partir de 58-59, qui sont les cinéastes de la nouvelle vague, et notamment Truffaut avec les 400 coups, qui réalisent des films avec un peu de budget et qui arrivent à faire de très belles choses. Et c'est quelque chose qui parle énormément à Becker, qui est vraiment un auteur. C'est d'ailleurs apparemment le premier auteur pour lequel François Truffaut, dans les Cahiers du cinéma, aurait évoqué la fameuse phrase sur la politique des auteurs. Il explique que même les comédies de Jacques Becker les plus anodines portent la trace de cet auteur. Et donc il y a un juste retour des choses, et il trouve intéressante cette méthode, et il décide de faire un film à petit budget, de manière indépendante, dans lequel il pourra vraiment travailler ce qui l'intéresse. Et Becker, ce qui l'intéresse, on aura l'occasion d'en reparler, c'est vraiment les personnages, l'écriture des personnages et des caractères. Il lit le roman de José Giovanni qui s'appelle Le Trou, comme le film, et qui est paru quelques années auparavant dans la série noire de Gallimard, et qui a été un très grand succès. Alors José Giovanni, c'est un détenu qui sort de 11 ans de prison et qui raconte son expérience et sa tentative d'évasion. Donc c'est une histoire vraie. Et donc Jacques Becker décide d'adapter son roman, et il va aller le consulter, et donc ils vont écrire ensemble le scénario, et il va l'aider notamment aussi pour les dialogues. Il est extrêmement intéressé par l'approche que propose Giovanni. On sent derrière lui vraiment du vécu, et Giovanni ensuite va vraiment continuer. Grâce au succès de son roman, il va contribuer à d'autres scénarios. C'est lui qui écrira Le Deuxième Souffle de Melville, par exemple, ou encore Classe Touriste de Claude Sautet, qui est l'un de ses premiers films et qui est aussi un policier. Il deviendra lui-même, Giovanni, un cinéaste par la suite. Donc la collaboration fonctionne très bien, mais dès le départ, Jacques Becker demande à Giovanni de faire une modification par rapport au roman, qui est donc une histoire vraie, qui est de mettre en avant le rôle du traître. C'est quelque chose qui intéresse énormément Becker, et c'est un personnage qui, dans le roman, a un rôle assez secondaire, et qui va évidemment aboutir au même dénouement, mais auquel Giovanni n'accordait pas beaucoup d'importance. Et ça, c'est vraiment l'apport de Becker, c'est de travailler ce personnage et ce rôle de Judas. Il dit à plusieurs reprises que c'est vraiment un film sur Judas. Ils travaillent ensemble, et Giovanni va présenter à Jacques Becker un co-détenu avec qui il a organisé cette évasion, qui s'appelle Jean Kérodi, et qui est vraiment le bricoleur de la bande, et il va lui donner tout un tas d'indices sur la manière dont ils ont fait ça, et donc tout ce qu'on voit là, c'est vraiment des choses qu'ils ont réellement réalisées. Et Becker le trouve tellement intéressant qu'il décide de lui donner un rôle. C'est le personnage de Roland. Et donc Roland, c'est vraiment Jean Kérodi joue son propre rôle, et tous les aspects techniques qu'on voit dans le film sont des choses qu'il a réellement réalisées, et qui ont réellement contribué à cette tentative d'évasion. À partir du moment où Becker se retrouve avec un comédien non professionnel, il se dit qu'il ne peut pas le mettre en face de comédiens professionnels, qui risque d'y avoir un décalage. Et donc il va se mettre à rechercher des gens qui ne sont pas habitués à faire ce métier-là. Et son fils, Jean Becker, qui est son premier assistant à la réalisation, et qui deviendra d'ailleurs un cinéaste par la suite, c'est lui qui réalisera Effroyable Jardin ou L'été meurtrier par exemple, est chargé de trouver des personnages qui pourraient avoir la carrure et les trognes de détenus. Et il fait beaucoup de sport à l'époque, et il va avoir parmi ses entraîneurs donc
Constantin est son entraîneur de volley et c'est lui qui fait l'un des rôles, le rôle de Joe, et ce sera le début d'une carrière assez prolifique, hein. Il fera de nombreux seconds rôles de gangster, de mastar comme ça. Et le personnage de Manu, pareil, vient de l'entourage de Jean Becker qui fréquente dans ses activités sportives. Un seul comédien sera un réel comédien professionnel et c'est pas anodin, c'est le rôle de Gaspard, donc joué par Marc Michel. Et là, Becker trouve intéressant que justement ce personnage qui se distingue des autres, qui est un acteur parce que justement il ment et il est capable d'être retors, lui sera joué par un véritable acteur qui fait un peu ses débuts aussi, mais qui pour le coup est un comédien. Donc le tournage impose pas mal d'aménagements, déjà au niveau des décors, hein. Il va y avoir des contraintes techniques assez complexes puisque la majeure partie du film se passe dans cette cellule. Il y a donc une cellule qui est construite avec une paroi coulissante qui permet certains mouvements de caméra, mais la plupart du temps, en fait, la cellule est fermée et ça va être assez complexe à gérer au niveau des objectifs, des focales et surtout des déplacements, puisque si vous regardez bien durant le film, on se rend compte que on est tout le temps dans cet espace extrêmement exigu, mais la caméra en réalité bouge en permanence. Donc il y a une chorégraphie spatiale très élaborée qui est mise en place et qui est d'autant plus difficile qu'elle se fait justement avec des comédiens apprentis qui doivent répondre à des directives et des techniciens qui ont pour directive principale d'être le plus discret possible pour pouvoir laisser travailler les personnages. Pour toutes les scènes qui se déroulent en sous-sol, ils vont aller dans le fort d'Ivry, hein, qui possède ces belles cavités qu'on voit, mais qui est très difficile d'accès. Certaines salles sont accessibles uniquement en rampant, donc une partie de l'équipe doit vraiment faire un peu de spéléologie pour accéder aux différentes salles. Et c'est quelque chose qui va être assez éprouvant pour Becker, dont la santé est assez fragile. Et donc il aura froid en permanence, il remontera assez régulièrement à la surface pour pouvoir un peu respirer et il déléguera une partie de certaines scènes à son fils justement parce qu'il n'est pas en état d'être en permanence dans ces sous-sols humides et glacés. Donc c'est un tournage éprouvant. Il décide aussi quelque chose d'assez rare de tourner le film, de faire le plan de tournage calqué sur le scénario, ce qui est quelque chose qui ne se passe pas généralement. Mais dans la mesure où justement on a des lieux assez fixes, tout le tournage se déroule chronologiquement, ce qui va considérablement aider les comédiens à justement avoir cette facilité d'incarnation et à comprendre la progression de leur personnage, alors que d'habitude les tournages sont complètement fragmentés et on demande une gymnastique assez grande aux comédiens qui doivent être capables d'enchaîner des scènes qui peuvent être à 2 heures d'écart au sein du même film. Donc le tournage aussi suppose évidemment tout un travail technique. Là, Kérodi est à la fois consultant et acteur. Et la scène, par exemple, où il casse la dalle de béton, au départ, la dalle est faite par le chef décorateur qui leur fait quelque chose de beaucoup trop poreux et en 3 coups, il traverse la paroi. Donc, Becker est furieux et il les envoie chercher une plaque de béton qu'il trouve dans le cimetière d'à côté et qui, là, pour le coup, va opposer une sacrée résistance et fait l'une des très grande scène du film, hein, avec vraiment cette matière qui est mise à l'épreuve du burin et des prisonniers. Le tournage étant terminé, il y a une très longue phase de montage qui demande beaucoup de travail à Becker parce que le film est très long. Et Becker ne se remet pas en réalité des conditions déplorables du tournage et il va mourir 2 semaines après le montage définitif. Et donc il ne verra jamais son film sortir en salle. C'est peut-être pas plus mal parce qu'en fait le film est un grand échec. Les gens ne vont pas le voir et le producteur dans la panique fait un nouveau montage et il ampute le film de 24 minutes. Et c'est pas la version intégrale, hein. Là on a vu vraiment ce soir la version d'exploitation, donc la version originale du film durait 24 minutes de plus. C'est un film déjà assez long, hein, et ça en dit long aussi sur justement la radicalité de ce projet. C'était vraiment, déjà c'est un projet qui est assez audacieux en termes de mise en scène, en termes d'écriture, et donc il était encore plus long que ce qu'on voit aujourd'hui.
La critique est enthousiaste, notamment celle des cahiers du cinéma et de cette jeune garde. François Truffaut dit que c'est le meilleur film de la carrière de Jacques Becker, qui donc, voilà, c'est son 13e film, il meurt à l'âge de 54 ans. Et Jean-Pierre Melville dit que pour lui, c'est le meilleur film du cinéma français. Et il dit, et je pèse mes mots, et je ne dis pas ça à la légère. Donc, voilà, ce n'est pas un succès public, mais comme souvent, hein, les années passant, les décennies passant, le film à chaque fois est recité par les critiques et a fini par occuper une place vraiment importante dans l'histoire du cinéma. Donc c'est cette passation-là qui est intéressante, c'est les choix de mise en scène et le fait qu'on est face à un cinéaste qui a connu vraiment l'âge classique, qui a fait des films qui sont des films avec des reconstitutions historiques, avec des décors tout en studio, etc. Et c'est ces choix de mise en scène qui font la modernité de ce film. Le premier élément qui est intéressant à analyser, c'est évidemment celui de l'espace et la façon dont Becker refuse absolument qu'on ait accès à l'extérieur. Très clairement, hein, son parti pris, c'est de nous enfermer avec les personnages et on a quasiment une sorte de prise d'otage et on est dans des gros plans, dans un montage extrêmement serré et dans un étouffement qui fait qu'on va vraiment entrer en communion et en empathie avec eux. Et parce que ça aussi, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais l'un des éléments qui a contribué à l'échec du film est qu'une partie du public et une partie de la critique a reproché à Becker de prendre parti pour les criminels. Et que donc, on aurait une forme d'immoralité dans le film. Ça aussi, c'est assez intéressant par rapport à la période où le film sort, évidemment. Et donc, cet espace confiné fait que tout ce à quoi ils tendent se trouve à l'extérieur, et cet extérieur, on n'y a jamais accès, si ce n'est durant cette scène extrêmement brève du passage du taxi, qui est une sorte de respiration assez poétique, et qui n'est qu'un sursis, évidemment, et qui ne sera jamais atteint en réalité. L'autre travail fondamental, c'est bien entendu celui sur le son. Vous l'aurez remarqué, il n'y a aucune musique dans le film, si ce n'est sur les 3 minutes de générique de fin. Et c'est quelque chose qui, évidemment, est, même aujourd'hui encore, on sent que ce choix est original. À l'époque, ça l'est encore davantage. Et c'est compensé par un travail extrêmement fin sur le son. On l'entend, on a des bruits en permanence de ce qui se passe dans le couloir, et évidemment les bruits de leur travail et ces bruits lancinants, ce bruit de la matière, de tous les sons extrêmement techniques, que ce soit celui de la scie, du burin et du béton qui éclate, et toute cette répétition continue du bruit va nous donner aussi une matérialité à leur travail. Et parce que très clairement, ça rentre aussi en opposition avec le silence. La majeure partie du temps, les personnages chuchotent puisqu'ils ne doivent pas se faire remarquer, et c'est valable aussi pour tout ce qui est de l'ordre de la visibilité. Dans leur espace, ils doivent soit ne pas se faire voir là où ils ne sont pas censés être, et se faire voir là où ils ne sont pas. Donc, ils inventent des leurres dans la cellule et ils doivent se cacher dans les endroits où ils circulent alors qu'ils ne devraient pas y être. Et ce jeu-là se retrouve aussi avec le son, c'est-à-dire qu'ils chuchotent en permanence et finalement, le silence devient de plus en plus important, et on se rend bien compte qu'assez rapidement, on fait connaissance avec les personnages et tout passe par les regards. Le moment où Gaspard revient de son entretien avec le directeur, on voit très clairement que tout se joue dans les regards de ses co-détenus qui clairement le soupçonnent et qui communiquent en silence intégralement. Parce qu'il y a cette forme de groupe qui n'a plus besoin en fait de parole. Et très clairement, Becker se met en osmose avec cette logique-là. C'est-à-dire que la manière dont le groupe fonctionne, c'est la manière dont le cinéaste fonctionne. Il n'a pas besoin de beaucoup de paroles, il n'a pas besoin de grands discours. La manière dont il restitue à la fois l'espace, le son et la temporalité va suffire à nous immerger dans ce processus-là. Donc la troisième notion, c'est évidemment celle du temps. Le rapport au temps dans le film est vraiment très, très complexe
parce que la cellule, évidemment, c'est une espèce de capsule hors du temps, et elle l'est d'autant plus que la prison de la santé, c'est une prison pour c'est une prison de prévention. C'est-à-dire que tous ces détenus-là sont en attente de leur procès et ils sont déjà en prison, mais ils n'ont aucune idée de ce que sera la durée réelle de leur peine. D'où l'espèce de casting au départ pour savoir, hein, d'une façon un petit peu ironique, on se réjouit à l'idée qu'ils puissent avoir une grande peine pour pouvoir en faire un complice. Et on ne sait pas combien de temps on va avoir comme peine. Donc ça, c'est ce premier temps indécis. Et vous avez aussi le temps de la prison, qui là est un temps très normé, avec des rondes, avec un système mécanique de surveillance. Et la manière dont justement les candidats à l'évasion vont réussir à gérer ce temps, ils vont s'en rendre les maîtres, notamment par la fabrication de ce sablier. Et à partir du moment où ils ont intégré totalement la manière dont les gardiens fonctionnent avec le temps, eh bien, ils vont pouvoir s'en affranchir et créer justement leur propre temporalité qui sera celle de cette trajectoire et de cette fuite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a ensuite deux temporalités. Il y a la temporalité fantasmée, celle du temps de la liberté, et la temporalité, là, sur laquelle Becker va énormément insister, qui est celle du temps réel. Hein, on a un très grand nombre de séquences, notamment ce fameux plan séquence où on éclate la première dalle de béton, qui est extraordinairement long et qui vraiment, là, montre la réalité, hein, du travail. On est dans une logique totalement documentaire et qui est d'autant plus intéressante qu'elle est adaptée d'une histoire vraie. Et vous le voyez, hein, quand Jean Kérody, justement, parle au début du film, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y a quelque chose qui nous leurre un petit peu. Ce personnage qui, face caméra, nous parle et nous dit « Mon ami Jacques Becker a restitué dans les moindres détails ce qui s'est passé, effectivement. » On peut se poser des questions à rebours, avant d'avoir vu la fin du film, sur ce que ça nous dit de l'issue de cette évasion. Est-ce qu'il nous parle parce qu'il est libre? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Lui, il est dans cet extérieur quand il nous en parle, en tout cas. Et donc, vous avez ce temps réel qui est le temps du labeur qui va permettre d'accéder au temps de la liberté, un temps qui, en réalité, quand on y réfléchit bien, est un temps totalement illusoire, puisque s'ils étaient réellement parvenus à s'échapper, ils se seraient trouvés dans un temps de la fuite, et un temps qui, de toute façon, serait une course contre la montre, et qui n'aurait rien de la liberté à laquelle ils peuvent réellement prétendre. Donc, tout fonctionne sur ce principe aussi de l'illusion. Et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que quand on revoit le film, hein, on voit un très grand nombre d'indices qui annoncent que cette entreprise est vouée à l'échec. Par le décalage de ce personnage qui arrive, hein, qui dès le départ montre bien qu'il n'appartient pas au même monde, par son obséquiosité, par sa capacité à être poli à la fois avec le directeur et en même temps avec les détenus. Lui sait jouer un rôle. D'ailleurs, on le voit très bien, le seul moment où il est en présence de sa maîtresse, on voit qu'il n'est pas du tout la même personne. Hein. Il parle d'une manière différente, on voit qu'il a une emprise sur elle, et on voit que c'est un manipulateur. Donc, il y a déjà cette idée-là. Et bien entendu, il y a aussi des indices qui montrent que cette trajectoire, elle est complètement illusoire. Et au lieu d'être une trajectoire qui serait celle de la percée vers l'extérieur, c'est en réalité un cercle. Et ce motif du cercle, on le voit souvent. Quand il dessine le cercle au sol, hein, il dessine les plans de la prison, il dessine une trajectoire qui se referme sur elle-même. Quand il dit c'est là qu'on va creuser, il fait un grand cercle à la craie. Et à chaque fois, on voit cette idée de finalement, on va se retrouver au même endroit. Et de ce point de vue-là, le titre est assez intéressant. Il est tout aussi ironique, puisque le trou, c'est un terme complètement polysémique. Le trou, c'est à la fois le nom qu'on donne à la cellule, être au trou, le cachot, et le trou, c'est ce qui permet de s'en évader. Et donc, on a vraiment cette espèce de cycle un peu tragique qui fait que, dès le départ, on a l'air d'annoncer que cette entreprise ne pourra pas réussir. Ce qu'il en résulte, c'est justement une vision évidemment tragique et des partis pris de mise en scène qui pourraient aboutir à quelque chose de froid, de clinique et de très épuré. Le modèle, hein, de Becker, il en a deux. Le premier, c'est qu'il a été assistant réalisateur de Renoir en 1937 sur La Grande Illusion, notre grand film d'évasion,
qu'on verra peut-être un jour ici d'ailleurs. Et l'autre grand modèle, c'est en 1956, Robert Bresson qui a réalisé Un condamné à mort s'est échappé, qui là, pour le coup, est vraiment un modèle d'épure en termes de mise en scène. Et l'apport de Jacques Becker, c'est justement d'ajouter dans cette écriture-là vraiment un primat au personnage. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si on a cette rigueur-là, ce temps réel, ces plans séquences, cette répétition, hein, c'est un film qui joue énormément sur la répétition, sur la durée et sur les aspects très techniques, ce qui contrebalance cette sécheresse-là, c'est les personnages et c'est les personnes. Si vous regardez tous les détenus, sauf évidemment Gaspard, mais ils sont vraiment filmés de manière extrêmement charnelle. Assez régulièrement, ils sont torse nu, hein, et clairement, Becker voulait les filmer comme des animaux, pas du tout au sens péjoratif du terme, mais vraiment cet animal qui aurait l'instinct, à partir du moment où il est enfermé, de trouver une sortie, parce que son élan le pousse vers l'extérieur. Et c'est ce qui contribue à la singularité du film, et c'est ce qui contribue aussi à ce qu'on puisse ressentir aussi une empathie face à eux. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas leur histoire. On n'a aucune information sur les raisons pour lesquelles ils sont emprisonnés, et Becker s'en moque complètement. Et c'est la raison pour laquelle le film aussi a troublé à l'époque, c'est que justement, en fait, on est face à des hommes dans le plus simple sens du terme, qui sont des aspirants à la liberté. Et de ce point de vue-là, les passages des corps et la souffrance physique, on les entend aussi halter, on voit la manière dont il y a vraiment un travail physique de la musculature, fait aussi qu'on voit vraiment des individus dans un élan vital. Et Gaspard, de ce point de vue-là, se distingue complètement. Et c'est aussi ce qui crée cette distinction entre deux personnages qui cherchent à les intégrer, mais qui n'y arrivera jamais véritablement. D'où voilà, une vision des personnages qui crée des valeurs complètement différentes. Ce qui compte dans cette quête, quand bien même il y a un échec qui se crée, c'est évidemment la constitution d'un groupe, d'un élan collectif et aussi d'une solidarité. On le voit notamment quand ils ont accès à... C'est Gaspard qui dit on pourrait prendre ce taxi, l'autre qui dit il est l'heure de rentrer. Parce que l'autre n'imagine pas une seule seconde de partir sans les autres. Ils forment un groupe et il y a quelque chose d'extrêmement fort qui s'est constitué entre eux. Et Gaspard le dit, on peut se demander si c'est sincère ou pas, mais Gaspard dit à un moment qu'il ressent quelque chose d'étrange et qu'il n'a jamais été aussi bien. C'est probablement vrai. Et à partir du moment où il commence à vraiment faire des percées vers l'extérieur, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'extérieur n'arrête pas d'arriver dans la cellule. Il y a des visites surprises. Vous avez la maîtresse qui vient rendre visite au parloir, et vous avez un nouveau lieu qui est le bureau du directeur, avec cette belle métaphore des détenus qui frottent le parquet, qui cirent le parquet comme le traître va cirer les pompes de la hiérarchie, si vous voulez. Et on voit aussi ces éléments justement qui ne cessent d'élargir la cellule. Or, la cellule, c'était évidemment ce groupe-là, qui est un groupe qui humainement est beau et fonctionne. Mais le verre est dans le fruit parce que justement, il y a toutes ces interventions extérieures. Donc, ce qui est intéressant du point de vue de la morale du film, c'est que justement, on pourrait considérer que la morale est sauve dans la mesure où les méchants restent en cellule. Et ça nous plaît en réalité pas du tout. Et Becker se garde bien de totalement juger ses personnages. Mais la dernière image, de ce point de vue-là, est assez parlante. Comme d'habitude, il ne veut pas de discours, mais vous remarquerez que celui qui semble le plus condamné, c'est clairement Gaspard. Il est mis dans une cellule, tout seul, et cette solitude, elle est une condamnation. Et la phrase de Roland qui dit « pauvre Gaspard » dit qu'effectivement, moralement, c'est lui qui a tout perdu et les autres sont restés unis. Et cette très belle profondeur de champ, on voit justement des corps dénudés. Là, on a les hommes avec leurs valeurs et quelque chose d'extrêmement brut et de massif contre l'être frêle qui doit être isolé pour être protégé de ceux qui l'a trahi. Donc voilà, de ce point de vue-là, Becker a clairement choisi son camp et cette figure de traître qui le fascine, on le retrouve très régulièrement dans ses films, lui aura permis en réalité surtout de mettre en valeur
ceux qui avaient un vrai sens moral, même s'il s'agissait de s'évader d'une prison. Voilà pour ce film. Je vous donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse mardi prochain. Donc dans le cadre du festival Play It Again, on aura un autre film sur une autre forme de prison qui est celle du couple, avec La Ronde de Max Ophuls et un regard aussi très très lucide sur l'humanité, mais alors là beaucoup plus formaliste et une comédie douce amère vraiment virtuose. Merci de votre attention, bonne soirée. Merci.